que les gens ne savent pas, c'est quand nous on a fait The Family, pour le premier investisseur qu'on a eu, le jour de signer l'investissement, quand il a vu The Family sur la cap table, il a dit non. Il a refusé, il a dit tant que ces gars sont dans la cap table, moi j'investis pas. Et il m'a dit Moulay, il faut que tu comprennes. Et ces deux raisons sont importantes pour moi, je veux que tout le monde les comprenne pour comprendre quand un investisseur réfléchit. Surtout un bon investisseur. Il m'a dit écoute, ton startup studio là, tu leur donnes 5% de la boîte, moi je vais te donner 50 000 € de mon argent durement gagné et j'aurai quasiment autant de parts qu'eux. Ça me fait chier qu'eux ils t'aient pas donné d'argent et qu'ils aient autant de parts que moi. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui te fait vivre c'est ton argent. C'est pas les conseils, c'est pas le lieu, c'est pas nanana, c'est l'argent. Donc pourquoi mon argent que je suis là pour gagner, eux ils ne t'en donnent même pas et ils ont les mêmes parts que moi. Entrepreneur, déjà à la base, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses qui dépassent les ressources dont il dispose. Ça, c'est la définition. C'est ça, un entrepreneur. Ce qui fait qu'on respecte plus Elon Musk ou Zuckerberg que tout le monde, c'est pas qu'ils avaient peu de ressources au début. C'est pour ça que ça me fait rire quand les gens crient en disant « Ouais, mais leurs parents étaient... » C'est pas ça le débat. Le capitalisme, le débat, c'est pas à quel point tu avais peu de ressources et à quel point tu mérites qu'on te tape dans les mains. Le vrai game d'un entrepreneur, c'est à quel point les ressources initiales que tu avais ont été décuplées et créé de la valeur pour toi et d'autres personnes. Exactement. Alors, aujourd'hui, je reçois quelqu'un qui n'est plus à présenter, hein. Je pense que c'est quand même un ancien dans tout ce qui est start-up et dans tout ce qui est création de contenu. En tout cas, c'est mon doyen. Vraiment, merci d'avoir accepté mon invitation, Moulay. Oh, tu rigoles, c'est normal. Je suis obligé, tu sais. Ouais. Je suis obligé. Je ne peux pas faire tout ce que je fais et ne pas venir quand je vois des jeunes qui font ce que tu fais et venir soutenir. Les gens ne se rendent pas compte, mais tu as quand même 10 fois plus de followers que moi sur TikTok. C'est toi mon ancien sur TikTok. Je dois prendre tes conseils. Ouais, ça fait plaisir. Donc, on aura une discussion autour de tout ce qui est digital, start-up. On dit que tu es millionnaire sur papier. Maintenant, il y a eu des nouvelles. Tu vas nous expliquer un peu. Mais déjà, je veux savoir comment ça se passe. Comment tu vas? Franchement, ça va. Plutôt bien. Franchement, très honnêtement, j'essaie de m'habituer à une nouvelle vie parce que c'est un peu un deuil d'une vie que j'ai construite pendant plus d'une décennie. Donc, c'est un peu bizarre. Je vais pas te mentir. Gère, comme je l'ai dit, c'est vraiment le terme. J'essaye de trouver de nouvelles habitudes, de réfléchir à ce que je veux faire après. C'est vraiment le gros point. Mais c'est vrai que pour le coup, je suis plutôt bien. Honnêtement, ça aurait pu être complètement différent. Donc, je me rends compte que j'ai beaucoup de chance. Donc, je suis plutôt dans une époque pleine de gratitude et j'essaye de partager ça aux gens et de me dire, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que, il y ait plus de gens qui puissent faire ce qu'on a fait, qui fassent mieux que ce qu'on a fait, parce que clairement, j'en peux faire mieux, je pense. Bien sûr. Et que de mon côté, j'essaie de trouver l'énergie, parce que je vais bientôt avoir 40 ans, il faut que je commence à chercher quel va être mon next thing. Et il ne m'en restera pas beaucoup d'énergie après, tu vois, il faut amortir là. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on commence une start-up avec l'ambition d'exit? C'est une très bonne question. Écoute, je pense que si j'avais eu cette logique dès le début, j'aurais agi différemment. Ok. Alors, je pense que pour moi, le gros point d'une startup, souvent malheureusement, et c'est pas qu'en Afrique, je veux vraiment qu'on insiste parce que un de mes gros trucs, tu vas voir, c'est que de mon expérience un peu partout, parce que j'ai fait quand même beaucoup de pays différents, j'ai été en startup en France, à Station F, j'ai fait 5 incubateurs différents en France, j'en ai fait aucun en Afrique au final, mais j'ai fait beaucoup de groupes, et j'ai vu aussi beaucoup d'entrepreneurs africains qui ont été aux États-Unis, et je me rends compte vraiment que notre gros problème souvent en Afrique, c'est qu'on fait l'erreur de se reprocher des choses à nous, comme si le reste du monde ne le faisait pas, alors que partout ailleurs dans le monde, c'est pareil. Tu vois, donc c'est vraiment un truc que j'essaie, moi, de pousser. Je pense que c'est une forme de complexe d'infériorité, mais c'est plus parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement de raisons qui peuvent expliquer notre retard qu'on blâme les mauvaises choses. Donc, pour répondre à ta question, pour moi, par exemple, cette histoire de connaître les règles du startup game, ça, c'est un truc, personne ne les comprend. Même aux États-Unis, les gens ne comprennent pas comment ça marche. En France, pareil. Donc, c'est normal qu'en Afrique, on ne le sache pas. Je veux vraiment que les gens se rendent compte que c'est pas parce qu'on est économiquement des nains qu'on n'a pas la capacité de comprendre et de rattraper les autres. Mais typiquement, pour moi, pour répondre à ta question, je pense que c'est important, quand tu joues à un jeu, n'importe lequel, de connaître les règles avant de commencer. Le gros problème des gens, c'est qu'on ne se rend pas compte, et ça c'est partout dans le monde, que un peu comme dans le sport, chaque discipline a ses règles. Ben, en entrepreneuriat, en business, chaque type d'entreprise a des règles. Et les startups, ce n'est pas les règles des PME, ce n'est pas les règles des grands groupes, ce n'est pas les mêmes règles. Donc je pense que une grande leçon que moi j'ai, que j'essaie de partager aux gens, c'est de transmettre les règles du startup game, du business game des startups et du money game derrière. Parce que un autre truc que je répète souvent maintenant, c'est il y a le business game d'un côté et il y a le money game de l'autre. C'est deux choses différentes. Donc il faut vraiment que les gens se rendent compte de quelles sont les règles dans chacun des jeux.
Ouais, ouais, ouais. Et aussi en Afrique, surtout en Mhm, Afrique francophone, je mhm. pense qu'on voit rarement des exits. Ouais, Bon, comment je crée du contenu ouais, autour des startups, tout ouais. ça, tu sais, dans le digital, il y a Mhm. généralement deux manières de générer du revenu. Oui. Il y a des gens qui font des formations, qui Mhm, vendent des produits digitaux. mhm. Et nous, il y a des gens comme nous qui essayons de promouvoir tout ce qui est startup, Ouais, tout et tout. Et ça prend du temps. ouais. Donc, généralement, les gens se demandent, est-ce qu'il y a l'argent? Mhm. Est-ce qu'il y a l'argent là-dedans? Ouais, Donc, à un moment, on voyait que tu faisais la promotion du millionnaire sur papier. ouais. Donc, aujourd'hui, Mhm. est-ce qu'on peut dire que c'est plus sur papier, que c'est... Tu me poses Voilà. les Oh, questions, malheureusement. Alors, comme j'ai dit, malheureusement, je ne peux pas répondre à ça publiquement comme ça à d'accord, tout le monde parce que, d'accord. en fait, quand tu fais un rachat, il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées parce que tu n'es pas le seul impliqué. Déjà, il y a Hmm, des équipes, tu sais, j'ai vendu la société avec des équipes dedans qui sont encore dans le nouvel acheteur. J'ai hmm, un accord avec le nouvel acheteur qui va ok. plus loin que juste la transaction. Hmm, Et au-delà de ça, j'ai aussi mes anciens investisseurs aussi avec qui j'ai des accords. Donc, je ne vais pas hmm, forcément répondre à cette question hmm, publiquement. Bon, je l'ai fait dans un mastermind de la tribu SOA, donc je ne sais pas si tu viendras, c'est demain qu'on le fait, mais d'accord, j'espère que oui. Si tu veux, je répondrai là-bas à tout et sans d'accord, transparence. d'accord. Mais je sais pourquoi je ne vais pas répondre. Parce que le problème, c'est que si je le fais, c'est trop compliqué et trop nuancé pour que les gens puissent comprendre. Hmm, Surtout si les gens ne peuvent pas me répondre derrière. Le gros problème des formats comme on le fait comme ça, là, c'est que nous, on peut discuter, hmm, mais les gens en face, leur niveau de compréhension n'est pas forcément le même. Et comme ils ne peuvent pas poser de questions, tu ne peux pas éclaircir. bien sûr, bien Donc sûr. les choses peuvent prendre des dimensions que tu n'imagines même pas. Hmm, Et sur les choses aussi sensibles, je préfère éviter. hmm, Mais pour répondre à ta question, est-ce qu'on peut faire de l'argent dans les startups? C'est ça la vraie question. hmm, La réponse est oui, mais il y a un caveat que tu ne dis pas, mais qui est important pour moi à comprendre, c'est que c'est pas pour tout le monde. hmm, En fait, les startups, c'est un sport d'élite. hmm, Dans le business, il y a différents sports. Comme j'ai dit, c'est différentes disciplines. La startup, c'est la discipline qui est le plus d'élite. Et ça, c'est pas qu'en Afrique. Même aux États-Unis, la plupart des gens ne peuvent pas faire de startup ou en tout cas auront beaucoup de mal à réussir parce que c'est une discipline d'élite. C'est pas pour tout le monde. C'est pour ceux qui ont déjà certains privilèges et certains avantages. Il faut être réaliste. C'est-à-dire que typiquement, toi, par exemple, tu parles anglais. hmm, Tu m'as dit que tu as été au Ghana. bien sûr. C'est limite un prérequis pour des startups. Je pense que tu peux être d'accord. Si tu Hmm, fais, bien parles sûr, pas anglais, faire bien une sûr. startup, ça n'a. Ouais, Tu fais, c'est compliqué. c'est trop dur. Ouais. Tu pars de trop loin et tu vas avoir Hmm, trop de mal à suivre les autres. Ça, c'est la hmm, première chose. La deuxième chose qu'il faut accepter, c'est que les startups, encore plus que le reste, c'est un jeu asymétrique. La plupart des startups échouent. Tu me diras, la plupart des boîtes échouent, oui. Mais les startups, c'est encore pire. En pourcentage, il faut se rappeler, les boîtes survivent plus de 3 ans, c'est que 10 à 20% des boîtes sont les zones. hmm, Les startups, au bout de 3 ans, ce n'est que 5%. hmm. Donc, c'est encore plus Ouais, dur. ouais, ouais. Et la dernière chose, c'est que les startups, c'est un modèle. Quand tu fais une PME, ou tu fais n'importe quel business la plupart du temps, assez vite, tu génères de l'argent. Et beaucoup d'entrepreneurs en Afrique viennent pour l'argent, pour survivre et pour trouver un lifestyle, pouvoir tenir. Les startups, si tu veux bien faire de l'argent à terme, Hmm, il faut qu'au début, tu fasses quasiment pas d'argent. C'est très contre-intuitif, mais au début d'une startup, le plus gros indicateur de succès à terme financier d'un founder, c'est combien de temps il peut tenir sans avoir besoin d'argent de la startup. hmm, C'est d'ailleurs pour ça, si tu regardes, que même aux États-Unis, les startupeurs souvent les plus à succès, c'est ou des gens assez âgés, comme les gars de Netflix qui avaient hmm, quasiment 40, 50 ans, hmm. donc ils avaient déjà de l'argent de côté, une famille, des assets, ou des gens comme Zuckerberg qui sont les exceptions, qui sont jeunes, mais avec tellement de capital financier et social qui peuvent tenir longtemps sans argent. Hmm. Alors, dernière chose, évidemment, il faut des VC qui te financent. Mais en Afrique, maintenant, franchement, moi, je maintiens, il y en a. Par contre, je pense que maintenant, on ne peut plus dire... Quand moi, j'ai commencé en 2013, c'était dur. Il n'y avait pas de VC en Afrique. Maintenant, il y en a trop. Enfin, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que moi, j'ai plus d'investisseurs qui viennent me voir pour me dire « trouve-moi des startups » que l'inverse. Ok. Donc voilà, ce que je te dirais, moi, de mon expérience, vraiment, c'est il y a de l'argent à se faire, c'est clair, mais c'est pas le truc que je recommanderais à la plupart des gens. Hmm. Déjà, je ne recommande pas l'entrepreneuriat à la plupart des gens. Ça, c'est la première chose. Si tu me connais, moi, je dis c'est pas pour tout le monde. Alors, dans l'entrepreneuriat, il y a plusieurs disciplines. Je pense que c'est pas pour tout le monde. Mais je pense que toi, par exemple, tu es un bon exemple. Ce que je ne savais pas, et c'est bien que tu expliques un peu aux gens, c'est comme ça te passionnait, tu as fait MEST au Ghana, tu as fait le Ouais, chemin, bien sûr. tu vois. Mais je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte que pour faire une startup, il y a un chemin Mhm, mhm. qui est différent du chemin normal Bien sûr. du business. Donc, je sais Bien pas c'est sûr. quoi, toi, ton expérience, mais... Ouais, je suis totalement d'accord parce que, comme je disais, avant Mhm. de faire MEST, Ouais, je ne comprenais pas certaines
pour certains codes même au niveau du start-up, de Amen. tout ce qui est start-up. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, les gens voient beaucoup de vidéos de Y Combinator et tout. Ah. Ils pensent que c'est pas nécessaire. Mais il faut se mettre dans un mindset Mm. pour pouvoir lancer une start-up. Ouais. Une start-up, pour moi, c'est une entreprise Mhm. bon, dans laquelle, durant même les 2 premières années, tu cherches en fait le problème à résoudre. Exactement. Et tu finis de développer, tu penses que le marché, c'est ce à quoi le marché s'attend. Ouais. Et tu te rends compte que non, ils te Non. demandent une autre fonctionnalité, ils ont un autre problème. Exactement. Il faut chaque fois itérer. Ouais. Donc vraiment, mon expérience à Mest m'a vraiment permis de réfléchir différemment. Oui. De mettre l'utilisateur final au centre de toutes les réflexions. Amen. Au lieu de se dire, bon, de satisfaire son ego, on va coder un truc complexe Mhm. et aller imposer Mhm. ça au marché. C'était vraiment le chemin inverse. Ouais. Et derrière, j'ai rencontré aussi d'autres personnes qui avaient assez d'expérience dans tout ce qui avaient déjà monté des startups, mais qui étaient avec moi à Mest. Donc, ça facilitait vraiment l'apprentissage, ça en fait. Ouais. Et ça, c'est un truc, je pense que c'est un autre. Là, je pense que dans ton cas, toi, justement, il faut te célébrer. C'est même pas un privilège. Tu es allé chercher ça. Bien sûr. T'avais quel âge quand tu es allé chercher ça? Bon, c'était en 2022, Mhm. autour de 25 25 ans. ouais. Combien d'Africains tu connais qui, à 25 ans, sont prêts à quitter leur pays Ouais, pour aller dans un autre domaine? bien sûr. Et tu vois, ça, il faut le célébrer parce que maintenant, quand tu me racontes, je comprends mieux pourquoi même je trouvais depuis longtemps ton contenu est d'une qualité largement Merci. supérieure à la Merci moyenne. beaucoup. Merci. Parce que tu as fait le travail. Bien sûr. Mais beaucoup de gens ne se rendent pas compte que tu peux pas faire start-up juste sans faire le travail. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans tous les business. Mais start-up, j'ai peur que maintenant, comme c'est devenu sexy, les gens pensent que c'est plus accessible. Comme plus de gens en parlent, alors que non. C'est moins accessible que faire une PME, mais ça demande plus d'efforts. Ouais, Donc non, pour moi, mon gros sujet à chaque fois maintenant, c'est de dire aux gens, apprenez les règles du jeu. Idéalement auprès de gens qui ont joué le jeu. Encore mieux, c'est des gens qui ont gagné le jeu. Parce que le problème, c'est ça. C'est qu'on n'est aussi pas nombreux à avoir été jusqu'au bout du jeu. Mais même ceux qui ont échoué sont de meilleurs conseils que ceux qui n'ont jamais joué. C'est-à-dire qu'il ne faut pas Bien prendre sûr, les conseils bien de sûr, quelqu'un. bien Non, sûr. mais on est d'accord. Bien sûr, bien sûr. Moi, je vois beaucoup de gens donner des conseils sur le digital, sur les startups, qui n'en ont jamais fait. Ou qui... Le problème d'une entreprise, c'est ça. C'est que c'est un jeu infini. Le but d'une startup, quand tu crées une entreprise, c'est pas parce que tu l'as créée que tu es entrepreneur. Ce qui fait que tu es entrepreneur, c'est combien de temps ton entreprise survit, combien de temps, à quel point elle se développe, est-ce qu'elle devient, surtout quel impact elle a. Les gens confondent le fait de créer une startup avec le fait d'être start-upper. Tout le monde peut créer. C'est pas dur. Tu sais, c'est comme, le meilleur exemple pour moi, c'est se marier. Tout le monde peut se marier. Bon, ça demande quand même de trouver quelqu'un. Je suis d'accord, c'est un petit niveau. Ouais. C'est un petit niveau. Mais le but du jeu, c'est de rester marié. C'est pareil pour plein d'autres choses. C'est comme être en forme. Tu peux être en forme physiquement à un moment, mais le but, c'est de rester en forme. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est très, très dur de juger. Je sais pas, toi, c'est quoi ton expérience dans la mais zone? j'avais une question avant. Vas-y, dis-moi. Quelles sont les différences fondamentales pour toi entre start-up et PME? Qu'est-ce qui rend en fait l'exécution d'une start-up beaucoup plus difficile qu'une PME classique? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a ce que tu as décrit. C'est qu'une PME, mine de rien, ce qui distingue beaucoup une startup du reste, c'est tu ne sais pas au final qu'est-ce qui est le business model. Tu ne sais pas au final quel est le produit. Qu'est-ce que les gens veulent vraiment. Déjà, là, la première étape, c'est que tu ne sais pas qui est le marché. Ouais. Ça, c'est la première étape. Les gens ne se rendent pas compte. Par exemple, moi, on parle d'Anka aujourd'hui, mais quand Anka a commencé, au début, on voulait faire les artisans africains. Assez vite, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas résoudre leurs problèmes à eux, à notre niveau. On est parti sur les gens qui faisaient des marques en Europe et aux États-Unis afro. On est parti sur la diaspora. Ensuite, quand ces gens-là, on a commencé à faire un truc qui marchait, on a dû changer quel produit on faisait pour eux parce qu'à la base, la marketplace, ils s'en foutaient un peu. Ça nous a pris du temps. Après, il a fallu trouver une vague sur laquelle s'appuyer parce que le gros problème d'une startup, c'est que pour moi, tu as déjà trouvé qui est le marché. Ensuite, construire le produit qui convient au marché. Là, tu arrives au product market fit à peu près, donc tu commences à avoir de la croissance. Et les gens ne savent pas comment le mesurer, mais c'est vraiment lié à ta croissance de transactions. Ça, c'est la première étape. Pour moi, ce qui est très dur pour beaucoup de boîtes déjà par rapport à une PME, c'est qu'une PME, tu n'as pas le même impératif de vitesse. C'est-à-dire qu'une startup, si tu fais moins de 20% de croissance par mois, tu n'en es pas encore une. Tu n'es qu'un projet, tu essayes. Mais tant que tu n'as pas la croissance, pour moi, tu n'es pas une startup. C'est ce qu'il faut dire aux gens, en fait. Et 20% composé par mois, il faut que les gens comprennent. Ça veut dire qu'au bout de 6 mois, tu as doublé et au bout d'un an, tu as fait x10. C'est pas petit. C'est pour ça que c'est pas une PME. L'avantage d'une PME, c'est qu'au final, tu sais à peu près comment ça marche. Quand tu fais une boulangerie, tu sais comment ça marche. Quand tu fais une agence digitale, tu sais comment ça marche.
Quand tu fais une startup, tu ne sais pas qui est le client, tu ne sais pas quel est le produit. Tu es là, tu testes seulement. Et l'autre inconvénient dans cet exercice-là, pour moi, que beaucoup de gens négligent, c'est que du coup, ça rend encore plus critique l'équipe. Pour moi, le critère numéro 1 d'échec d'une startup ou du succès, c'est quelle est l'équipe? Qui sont les fondateurs? Et qui sont les fondateurs, ça veut dire plusieurs choses. Bon, déjà, ça veut dire qu'il faut que tu aies un dev. Les gens ne se rendent pas compte, mais pour moi, tu ne peux pas faire une startup technologique sans avoir un associé quasi majoritaire qui fait de la technologie. Donc ça, c'est un gros point. Beaucoup de gens croient que startup, tu veux faire ça avec une agence. C'est faux. C'est la plus grosse erreur que les gens font. Personne n'y arrive comme ça. Il n'y a aucun exemple d'une startup qui a fonctionné avec quelqu'un qui a externalisé son produit. Ça n'existe pas. Mais et au niveau des studios, des startup studios, est-ce que tu ne penses pas que c'est à peu près... Là, tu rentres... Là, tu rentres dans un autre truc. Ouais, c'est à peu près le même modèle. Hein, les startup studios, déjà, personnellement, j'ai dû... Alors, historiquement, pour avoir regardé, ça marche rarement. Ça marche encore plus rarement qu'une startup normale. Qu'on soit très clair. Les modèles de startup studios qui ont marché, on en parle souvent comme 50 Founders qui a fait Aircall, Front, etc. Pour moi, c'est des exceptions qui justifient une règle. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Il faut regarder là, est-ce qu'une règle marche plutôt que de dire il y a une exception qui prouve que la règle n'est pas vraie. Il faut faire très attention. Personnellement, je ne crois pas au modèle startup studio. Mais c'est très personnel, c'est parce que tout ce que j'ai vu essayer de faire ça n'y arrive pas. Et de mon expérience startup, parce qu'il faut comprendre, j'ai fait beaucoup d'incubateurs, donc j'ai vu des dizaines de startups qui ont commencé en même temps que moi. Donc j'ai vu plein de gens qui avaient des profils différents échouer. Et le peu qui ont réussi là, quand je vois le critère que je t'ai dit, l'équipe, je ne vois pas en quoi une société, un startup studio peut avoir ce niveau d'adaptabilité. Et surtout, après, quand tu veux lever de l'argent, il faut être très réaliste. Les investisseurs sont très difficiles avec qui à la cap table. Beaucoup d'entrepreneurs africains et beaucoup d'entrepreneurs même européens, hein, c'est pas qu'africains, mais beaucoup d'entrepreneurs même pour tout court, au moment où la boîte commence à marcher, ils n'arrivent jamais à lever parce qu'ils n'ont pas compris les codes. Et l'un des codes que moi je partage souvent aux gens qui n'est pas connu, c'est il faut que les fondateurs, donc idéalement 2, maximum 3, si vous êtes plus de 3, déjà c'est un problème. Et tu sais pourquoi? Parce que le problème, c'est que quand vous allez lever de l'argent, vous n'aurez pas assez de capital restant dans la boîte pour avoir envie de continuer. Alors, quand on ajoute un startup studio qui va venir et prendre, je sais pas, 20, 30% dès le début, c'est quasi impossible. Moi, mon expérience, qu'il faut que les gens comprennent, c'est que moi, tu sais que je fais VV Family. Ce que les gens ne savent pas, c'est que quand nous, on a fait VV Family, pour le premier investisseur qu'on a eu, le jour de signer l'investissement, quand il a vu VV Family sur la cap table, il a dit non. Il a refusé. Il a dit, tant que ces gars sont dans la cap table, moi, je n'investis pas. Et ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Et lui encore, il a été honnête, il nous l'a dit de vive voix. Et j'ai eu beaucoup de chance qu'après ça, pendant la semaine qui a suivi, The Family a été honnête. Ils ont accepté de me rendre les parts. Sinon, j'aurais jamais pu lever. J'aurais jamais pu avoir tout ce que je veux. Donc, il faut que les gens se rendent compte. Quand je dis ces choses-là, je ne parle pas de théorie. Je parle d'expérience. Et The Family avait 5% de la boîte. Seulement 5%, mais un autre investisseur ne voulait pas. Il a dit non. Et pour info, c'est le meilleur investisseur que j'ai eu. C'était le premier. C'est celui qui a fait le meilleur retour sur investissement dans notre boîte d'ailleurs. Mais surtout, c'est le seul qui était aussi un entrepreneur avant. Il a vendu 2 boîtes avant. Et il m'a dit, Moula, il faut que tu comprennes. Et ces 2 raisons sont importantes pour moi. Je veux que tout le monde les comprenne pour comprendre comment un investisseur réfléchit. Surtout un bon investisseur. Il m'a dit, écoute, ton startup studio là, tu leur donnes 5% de la boîte. Moi, je vais juste te donner 50 000 € de mon argent durement gagné. Et j'aurai quasiment autant de parts qu'eux. Ça me fait chier qu'eux, ils ne t'aient pas donné d'argent et qu'ils aient autant de parts que moi. Parce qu'à la fin de la journée, ce qui te fait vivre, c'est ton argent. Ce n'est pas les conseils, ce n'est pas le lieu, ce n'est pas nanana. C'est l'argent. Donc pourquoi mon argent que je suis là pour gagner, eux, ils ne t'en donnent même pas et ils ont les mêmes parts que moi. À sa place, tu dirais pareil. Bien sûr. La deuxième chose qu'il a dit qui était très vraie, et ça c'est un autre sujet que j'ai su après, il m'a dit, écoute, l'autre problème que j'ai, et c'était spécifique à The Family, mais beaucoup d'incubateurs en Afrique, il a dit, je refuse d'être dans une start-up et au même niveau de capitalisation alors, je refuse dans le même nombre de parts que des gens qui n'ont jamais réussi une start-up. Et qui n'ont pas mis d'argent. Et ça, c'est très vrai. C'est-à-dire qu'il a dit, écoute, à un moment, il faut que tu comprennes. Un investisseur, c'est quelqu'un qui, contrairement à ce que les gens imaginent, a durement gagné son argent.
il y a certaines personnes, quand c'est des fonds d'investissement, c'est l'argent d'autres personnes, mais qui est tout aussi durement gagné, parce que c'est même pas leur argent. S'ils perdent l'argent là, il faut qu'ils rendent l'argent aux gens. Donc c'est leur métier, c'est pas une blague. Ouais. Donc ces gens-là, tu comprends que s'ils arrivent, on parle de Startup Studio demain, eux, c'est leur métier, c'est des professionnels. Ils viennent et ils voient quelqu'un d'autre qui, parce qu'il est arrivé 6 mois avant, 1 an avant, parce qu'il a donné des locaux, parce qu'il a donné telle chose, à 30% de la boîte, ils ne peuvent pas accepter. Parce que le gros problème qu'ils ont, qu'un fondateur ou 2 fondateurs aient plus de parts qu'eux, ça leur va parce qu'ils se disent, c'est ça qui va le motiver à pousser le truc à être suffisamment balèze. Mais quand c'est un startup studio, qu'est-ce qui leur convainc que ce gars-là va contribuer? Parce qu'un startup studio, comme un investisseur, lui, son but, c'est de sortir assez vite. Donc, ça les fait chier que quelqu'un ait une aussi grosse part de la boîte dont le but est de sortir vite. Ok. Et la conséquence derrière, c'est que quand eux, ils sortiront, les fondateurs auront très peu de parts. Donc, c'est un exercice que je trouve qui est compliqué à tenir. Je ne connais... Alors, le problème, c'est qu'il y a quelques exemples de studios qui ont bien marché. Ça existe. Mais c'est des exceptions plus qu'une règle. Donc, c'est pour ça que moi, par exemple, en Afrique, je déconseille aux gens de faire ça. Il vaut mieux dire « je suis investisseur ». Simple. Et je fais le jeu d'investisseur. C'est-à-dire, je sais que dans les 10 boîtes dans lesquelles je vais mettre, 9 vont mourir, il y en a une qui va réussir, mais elle va me rembourser les 9. Ça, c'est un jeu OK. Ou tu dis tu es incubateur, ce qui est un autre jeu. Et les incubateurs, ce n'est pas un exercice où tu dois... Malheureusement, tu ne veux pas beaucoup d'argent. Un incubateur, en fait, concrètement, c'est pour ça qu'aux États-Unis, tu n'en as quasiment pas. Si tu regardes bien, la mecque des startups, les États-Unis, il n'y a pas d'incubateur quasiment. Ça n'existe pas. C'est un truc qui existe ailleurs. Bien sûr. Les seuls incubateurs dont les gens parlent comme moi ici, ce n'est pas un incubateur. Y Combinator, Day One, ils donnaient de l'argent aux founders. C'est des investisseurs Bien sûr. hands-on. Qui te donnent un cadre. L'environnement, Ça n'a rien à voir avec un incubateur. Donc un incubateur, en fait, c'est un exercice où tu essayes de combler le manque d'informations, d'infrastructures qu'il y a aux États-Unis dans un autre endroit. Mais factuellement, limite, c'est un truc étatique. Clairement, les incubateurs, pour moi, ça va être les États ou les grandes structures qui financent, mais pas n'importe qui. Ils devraient financer des gens qui ont fait le startup game, qui l'ont réussi idéalement pour apprendre aux autres. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est à peu près vrai, mais c'est beaucoup de gens qui n'ont même pas réussi le jeu et souvent des gens qui ne le comprennent pas. Parce que Family, par exemple, je peux dire ce que je veux, mais ils m'ont énormément appris. Sans coup d'État, je n'aurais pas été capable de comprendre ce que je faisais. Donc, il y a une réalité pour moi qui est trop difficile pour beaucoup de gens à accepter, c'est que comme ce n'est pas un sport pour tout le monde, il y a très peu de gens qui réussiront, mais ceux qui rentrent dedans doivent chercher à être accompagnés par des gens qui connaissent vraiment le jeu. Et la façon de connaître les gens qui connaissent le jeu, c'est assez simple. Tu regardes ceux qui ont gagné le jeu ou ceux qui l'ont fini, qui sont les gens qui cautionnent. Et en général, tu vois, même toi, tu dis que tu as été chez Mest. C'est déjà ouf. Mest, c'est l'un des rares incubateurs en Afrique qui, même si tu vois Mest, je les aime beaucoup, je trouve c'est des gens qui connaissent le jeu, mais leur problème, c'est que statistiquement, ils n'ont pas eu de boîtes qui ont réussi. Pas de grosses boîtes qui ont réussi. Pas de grosses, ouais. Tu vois? Il y a quelques-unes quand même. Il y a quelques-unes qui sont sorties. Je pense que tu as des noms de boîtes qui sont bien. Bon, il y a Codeline. OK. Il y a Codeline qui a été cofondé par un ami. Bon, ça dépend de ce que tu mets dans réussi, peut-être des exits. Peut-être des exits, tout ça. Alors, une startup, il y a 2 façons de réussir. Okay. C'est assez simple. Un, c'est sûr qu'un exit, c'est le but du jeu. Parce qu'il faut comprendre, une startup, ce n'est pas une entité qui est appelée à rester startup. Elle doit évoluer. Donc, ou elle se fait racheter par quelqu'un qui intègre sa croissance et son modèle dans son organisation plus large, donc c'est l'exit. Ou l'autre exit qui existe, effectivement, c'est que tu deviens suffisamment gros pour aller en bourse comme les autres boîtes. Et dans ce cas-là, il faut être conscient. Ça veut dire que si tu vas en bourse, c'est que tu as révolutionné tout un secteur. Ça veut dire que les investisseurs institutionnels se disent que de mettre de l'argent chez toi, ça leur apportera plus d'argent à terme que chez les acteurs actuels. C'est pas tout le monde. Il n'y a que 2 façons de réussir. Malheureusement, il n'y a pas... Les gens diront, est-ce que lever des fonds, c'est réussir? Normalement, non. Mais c'est vrai que c'est un signal qu'au moins, tu as compris les règles du jeu. Ouais. Moi, je dirais que c'est ça. Si tu as levé des fonds, c'est que tu as compris les règles du jeu. C'est juste ça. Mais je pense pas que...
un start-upper qui a réussi à lever des fonds. C'est faux. Parce que factuellement, plein meurent après. Et d'ailleurs, la plupart meurent après encore. Et pire, qu'est-ce qui se passe après ta levée de fonds? On dit plus sur toi en tant qu'entrepreneur que si tu as réussi à lever ou pas. Ouais. Il y a aussi le nom d'une startup qui me vient en tête, Complete Pharma. Oui, Ouais, je les ils ai ont entendu parler. levé, je crois, 14 millions d'euros. Et ils sont encore là, non? Ouais, ils sont encore là. Depuis combien Ils sont d'années? encore là. Je crois que ça fait peut-être plus de 4 ans qu'ils sont là. Voilà, Mest a été quand même l'un des premiers investisseurs En fait, avec Mest, il y a différents trucs, hein. Il y a le programme où ils recrutent des jeunes talents, des gens qui sont peut-être âgés de 22 jusqu'à 35 ans, pour un programme vraiment intense. Voilà, temps plein, on vous apprend tout. Et puis, il y a d'autres types de programmes où on va dire c'est des compétitions, start-up. C'est ça que je connais, je pense. Mest Africa Challenge, Oui. où ils vont dans différents pays. Il y a une année même où il y a certaines start-up ivoiriennes qui ont participé. Sérieux? Ouais. Je me souviens plus de cette start-up, mais c'était l'une des premières start-up ici en Côte d'Ivoire qui faisait du crowdfunding au niveau agricole. Voilà, c'est-à-dire les gens ont des trucs compliqués, hein. Ouais. J'oublie chaque fois le nom, mais je sais qu'ils étaient dans tout ce qui est agriculture et tout. Voilà, donc ils ont pitché, j'ai bien suivi le truc, mais voilà, ils ont réussi à avoir de l'argent. Donc, au niveau de Mest, il y a pas mal de success story assez intéressantes. Oui. Il y a aussi, là où ils jugent quand même le succès de Mest, c'est que deviennent ceux qui ont fait Mest. Voilà. Ça, je pense que c'est un... Voilà, parce qu'il y a quand même des gens aussi qui ont fait Mest et qui ont cofondé d'autres startups. Quoi? Bon, il y a un Nigérian, je ne suis pas très, très fort dans retenir les noms, C'est pas grave, t'inquiète pas. mais il y a un Nigérian, je crois, c'est Henri Mascotte. Ah oui, qui a fait Curacell. Bien sûr. Il est très connu, Henri. Très connu. Mais je le connais aussi. Voilà, c'est un ancien de Mest. Ouais. Il y a aussi Check It. Il y a aussi Check It, celui qui a fait Check It. C'est en fait une solution blockchain pour reconnaître les comprimés et les médicaments contrefaites au Nigeria. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. Donc, il y a beaucoup de success stories. En fait, quand nous, on était au Ghana, il y a quand même des anciens qui revenaient et qui nous donnaient quand même. Ouais. Tu vois, j'en doute pas parce que tu vois, Henri, comme tous ces gars-là, c'est ouf. Tu vois, ce que j'ai dit tout à l'heure est vraiment vrai. C'est que je connais même pas les chiffres d'Henri. Je sais même pas si Henri a levé. Je suis même pas sûr. Si. Je pense que oui. Je crois qu'ils ont levé en série A. Série A, mais tu vois, ce que je disais tout à l'heure est vrai. Il y a plusieurs niveaux. La raison pour laquelle Mest a de l'estime dans le monde des startups, et pour moi, c'est un des rares incubateurs qui est respectable, c'est parce que, comme tu as dit, il y a beaucoup de gens qui, en sortant, ont compris les règles du jeu. Et qui ont pu au moins créer des startups qui sont viables. Qui lèvent ou qui survivent. Ce qui, en soi, est déjà une exception. C'est un miracle. Mais tu vois, le gros problème, c'est que, encore une fois, tu vois, si tu réfléchis d'un point de vue purement financier pour Mest, ça doit être incroyablement dur. Comment ils gagnent de l'argent, ces gens? En fait, moi, c'est ouf. En fait, moi, quand je regarde le truc, je sais pas, ils font le travail du Seigneur. Tu sais, c'est vraiment... Non, mais c'est comme des églises. Tu vois qu'on expliquait. Tu sais, ces gens-là... les business angels. Mais voilà. Qui ne font... Business angels encore, ils ont des parts dans ta boîte et ils en sortent. Mest, quand tu viens de dire, beaucoup des gars qui réussissent n'ont même pas des parts. N'ont pas donné des parts à Mest après. Tu vois, c'est hyper dur. C'est un modèle, c'est ça que moi, incubateur ou startup studio... C'est très dur comme exercice. En fait, c'est nécessaire. Hein. Je suis d'accord. C'est-à-dire que dans notre monde-là, on en a besoin. Le problème, c'est qu'encore une fois, on importe quelque chose qui a marché ailleurs. On se dit, comme ça ne marche pas chez nous, il faut qu'on essaie des trucs pour compenser. Au lieu de se dire, est-ce que c'est pour nous, ça? Est-ce que c'est pour nous? Tu vois, c'est compliqué. Franchement, je pense qu'il y a plus de mérite qui rentrent dans les circuits normaux de start-up qui font YC, qui font les circuits internationaux de succès, plutôt que d'essayer de faire des circuits ici, chez nous, qui soient spécifiques, etc. J'y crois pas. Je pense que par contre, comme tu as dit, c'est-à-dire que voilà, il y a déjà Mest, il y a Endeavor, il y a plein de circuits qui existent, YC qui existent et que les gens qui sont dans le monde startup connaissent, qui te font rentrer dans les tuyaux. Tu vois, ça veut pas dire que tu vas réussir, mais c'est des tuyaux qui sont déjà solides et qui t'incluent plutôt que d'essayer de créer des nouveaux tuyaux. Moi, c'est ça ma conviction. Mais après, chacun son chacun. Moi, je suis pas prêt pour juger. Au niveau aussi des startup studios, l'argument qu'ils mettent généralement en avant, c'est de dire, bon, on sait tous que faire une startup, c'est très complexe, c'est pas évident. Quand tu commences, généralement, le profil de ceux qui lancent une startup,
c'est, on va dire, quelqu'un qui a peut-être ce que j'appelle une expérience dans un domaine bien défini. Et puis, il va chercher un cofondateur qui peut développer la solution. Donc, lorsqu'on a ces deux profils-là qui se mettent ensemble, qui travaillent, il y a tout un tas de choses aussi qui ne peuvent pas faire. Je veux dire, au niveau des discussions avec... Déjà, je veux poser une question. Est-ce que tu penses que c'est nécessaire d'avoir forcément un investissement avant de démarrer? Non. Et puis, voilà. Bon, non, je te laisse développer avant de poser d'autres questions. Non, vas-y, pose l'autre question. Voilà. L'autre question, c'est déjà, si tu dis non, ça signifie que les deux profils que je viens de citer, c'est-à-dire celui qui est tech et celui qui comprend le business, il doit pouvoir aussi parler le langage des investisseurs. Je pense, hein. Oui. Alors que... C'est indispensable. Voilà, c'est indispensable. Alors que c'est pas toujours évident. C'est clair. Mais ça s'apprend. Voilà, donc bon, le Startup Studio, généralement, ils ont. C'est ça qu'ils mettent en avant. Voilà, c'est ça qu'ils mettent en avant parce qu'ils se disent que, bon, voilà, c'est eux qui vont faciliter le lien avec les investisseurs. Tout ça, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Franchement, tu poses une bonne question. En fait, je réponds vite. Il faut que les gens comprennent. Le problème avec moi, ça, c'est un problème que j'ai personnellement. Mais après, peut-être si tu regardes mon contenu, tu comprendras. C'est pas parce que je réponds vite et simplement aux choses que ça veut dire que c'est des choses simples. Bien sûr. C'est des choses compliquées. Franchement, je vais juste mettre un disclaimer avant de répondre parce que je veux pas que les gens retiennent que je tape sur Startup Studio. Je dis pas que ça sert à rien. Il y a besoin. Je suis d'accord. Comme j'ai dit, les gens ont pas l'info. On est d'accord sur le constat. Est-ce que un Startup Studio attaque un problème qui existe? Oui. Est-ce que c'est la meilleure solution? Non. Ok. Tu vois, il faut entendre le point. Donc, je vais rentrer dans le détail pour répondre à ta question. Bon. Déjà, la première chose pour moi, c'est, comme tu as dit, alors, je ne sais pas comment expliquer ça bien. J'essaie de trouver une bonne métaphore, mais alors, on va faire simple. Alex, est-ce que tu as remarqué que entrepreneur, déjà à la base, c'est quelqu'un qui est capable de faire des choses qui dépassent les ressources dont il dispose? Bien sûr. Ça, c'est la définition. Et c'est le test du marché. Tu es un entrepreneur selon, en fait, la mesure d'à quel point tu es un bon entrepreneur est la mesure de l'écart entre les ressources que tu avais et la valeur que tu crées. C'est ça un entrepreneur, par définition. Ce qui fait qu'on respecte plus Elon Musk ou Zuckerberg que tout le monde, c'est pas qu'ils avaient peu de ressources au début. C'est pour ça que ça me fait rire quand les gens crient en disant « Ouais, mais leurs parents étaient... » C'est pas ça le débat. C'est vrai. Le capitalisme, le débat, c'est pas à quel point tu avais peu de ressources et à quel point tu mérites qu'on te tape dans les mains. C'est un truc de communiste, ça, on s'en bat les steaks. Le vrai game d'un entrepreneur, c'est à quel point les ressources initiales que tu avais ont été décuplées et créé de la valeur pour toi et d'autres personnes. Exactement. Je suis totalement d'accord. C'est ça qui fait qu'on respecte comme ça ces gars-là. C'est pas une affaire de parce que c'était dur. C'est pas à quel point c'est dur. En fait, tu vois ce que je veux dire? Les gens font l'amalgame. C'est pas à quel point quelque chose est dur que ça justifie à quel point on te respecte. Tu vois? Donc, si tu prends ça et qu'on accepte que c'est pas une affaire d'à quel point c'est dur et c'est pas une affaire de... c'est une affaire d'à quel point tes ressources initiales sont transformées en valeur finale, tu comprends que, mais du coup, ce que tu viens de dire, oui, c'est pas évident que deux fondateurs apprennent la parole aux investisseurs. Mais c'est le but du jeu. C'est ça. C'est le but du jeu. En fait, c'est parce que c'est dur que ça a de la valeur. Si c'était simple, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait, c'est vrai. Et c'est un truc que j'ai du mal. Je comprends pas pourquoi les gens. C'est un truc très. Je sais pas d'où ça vient. Où les gens. C'est pas des capitalistes purs pour moi. Les gens ne comprennent pas les règles du jeu dans lequel on joue. On n'est pas censé rendre simple des choses difficiles. C'est pas comme ça que ça marche. C'est ça que Y Combinator ne fait pas ça. Les trucs qui marchent, c'est. On accepte que les choses difficiles sont là. Et on essaie de retrouver, de reconnaître ceux qui ont su les résoudre, et c'est ceux-là qu'on accompagne. Le but n'est pas qu'on enlève les difficultés aux gens. C'est pas que tout le monde réussisse. Non seulement c'est idéalisme, en plus c'est ridicule. Le but du jeu, quand tu es dans un système capitaliste, et c'est dans tous les domaines, c'est identifier les choses qui ne devraient pas marcher, donc qui sont difficiles, mais qui, pour une raison qui est propre à l'individu, au tempo, au timing, marche, et c'est ces choses-là sur lesquelles tu mets du capital pour qu'elles explosent. Donc ça veut dire, pour résumer et faire très simple, un investisseur ne te donnera pas d'argent parce que tu n'en as pas. C'est pas comme ça que ça marche. Il va même pas te donner de l'argent parce que tu as une bonne idée. Ça, c'est le plus gros mythe que j'ai jamais entendu. Ils s'en battent les steaks avec tes idées. Un investisseur,
en tout cas un bon investisseur, si quelqu'un te donne de l'argent pour une autre raison, c'est pas une mauvaise chose. Ça veut juste dire que c'est pas forcément quelqu'un qui a compris le métier qu'il fait. Les bons investisseurs te donnent de l'argent parce que, un, ils voient que tu as accompli quelque chose que la plupart n'arrivent pas à accomplir. Donc, idéalement, tu as fait de la croissance. Deux, parce que ta conviction sur le marché dans lequel sur lequel tu opères, est une qui partage. Et c'est là où c'est compliqué. C'est que les gens pensent que tu convaincs un investisseur d'investir sur toi. C'est pas comme ça que ça marche. En vrai de vrai, pour avoir levé beaucoup d'argent, ce que j'explique aux gens, c'est ton travail, c'est toi, tu achèves quelque chose, tu réussis à avoir une croissance qui est différente, qui est impossible normalement à atteindre. Et ensuite, parce que tu as eu cette croissance, tu t'es développé une conviction. Et il faut que tu trouves quelqu'un qui a du capital qui peut partager cette conviction. Tu ne peux pas lui donner une conviction qu'il n'a pas. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de croire en quelque chose auquel il ne croit pas. C'est pour ça que souvent les gens, ça me fait rire, moi je dis souvent lever des fonds, c'est comme de l'évangélisme. C'est pas que tu vas convaincre des gens de croire en Dieu qui n'y croyaient pas. Tu vas chercher des gens qui cherchent déjà un sens à leur vie, qui cherchent déjà quelque chose, et tu essayes de montrer que ta méthode pour atteindre ce sens, donc ta religion, marche. Et c'est là que ces gens te rejoignent. Donc et attention, hein, quand je viens de dire cette métaphore, tu sais que ça marche pour un investisseur, ça marche pour un employé, et surtout, ça marche au début et le plus important pour ton cofondateur. Donc tous les gars qui viennent me voir en disant « Ouais, j'arrive pas à trouver », je dis « Mais oui, c'est le but du jeu, c'est dur. C'est dur, les gars. » Avant de trouver mon CTO, j'ai rencontré plus de 80 développeurs. Je crois que j'ai noté 81. Wow. Et je me suis pas coupé les cheveux pendant 2 ans, juste pour tous les matins voir à ma tête et me rappeler qu'il fallait que j'accomplisse ce truc impossible de trouver le bon CTO. Donc c'est dur. En fait, il faut que les gens comprennent. Ce n'est pas un exercice qui est censé devenir facile. Et un signal pour moi que quelqu'un n'est pas un bon partenaire pour t'accompagner dans le monde de l'entrepreneuriat, pas juste des startups, c'est quand quelqu'un te vend le fait qu'il va rendre quelque chose de difficile facile. Si quelqu'un te dit ça, là, méfie-toi. Donc, dans le cas des studios, on doit se méfier. Méfiez-vous. Pour moi, quand quelqu'un vient me voir, je ne vais jamais te dire je vais rendre quelque chose de difficile facile. Okay. Je vais juste te promettre que, de mon expérience, je vais te donner des informations ou des perspectives que tu n'as pas. Parce que tu n'as pas fait le choix, donc tu ne peux pas t'en rendre compte. Mais l'information n'est pas l'action. Ce sera toujours dur de faire quelque chose de l'information. Ça, il n'y a rien à dire. C'est parce que je vais vous expliquer comment lever ou comment le monde voit les trucs que ça va être simple. Ce sera toujours dur. Par contre, je serai à côté des gens pour leur dire voilà ce que je pense, voilà ce que je vois, et leur apporter une perspective que l'expérience que j'ai, eux n'ont pas et qui peuvent les aider. Mais je leur dis jamais que c'est simple. Toute personne qui te dit ça va être facile, là, ou qui va te dire je vais rendre ça moins difficile, faut pas y croire. Ça va être dur. C'est un gain difficile. Sinon, tout le monde le ferait. Donc, pour répondre à ta question, non, c'est comme tu as dit un truc qui m'a tilté, mais je n'ai pas réagi parce que je ne vais pas t'interrompre. Tu as dit trouver un cofondateur technique quand toi tu comprends le business. Le problème, c'est qu'il faut un cofondateur technique qui comprenne le business. Il faut les deux. Et il faut de même un gars business qui comprenne la tech. En fait, c'est pas aussi simple. Les gens ont tendance à simplifier le truc, mais en fait, non. L'histoire, c'est il faut trouver quelqu'un qui sait construire des choses et qui a envie de faire un business. Ça, c'est déjà une première chose. Et toi, il faut que toi, tu sois quelqu'un qui sait vendre ou qui sait convaincre ou qui sait, comme je l'ai dit, les gens appellent ça aux États-Unis, distordre la réalité. Avoir une capacité pour convaincre les gens d'aller quelque part. Quels que soient les gens, des clients, des salariés, des investisseurs. C'est ça qui fait un CEO. C'est pour ça que faites attention. Beaucoup des boîtes que vous admirez, en fait, le CEO, c'est un gars qui fait de la tech. Si on regarde bien, là, les boîtes dont on parle, la Paystack, tous nos tontons, là, nos Zegbon, les boss. Facebook, tout ça. C'est des techos. Bien sûr, bien sûr. Donc, c'est des gars qui savent faire. Qui ont appris le business au fil du temps. Oui, parce qu'il faut être confiance, il faut être réaliste. Il n'y a pas une skill qui s'appelle business. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire quelque chose. Business, ça veut juste dire... C'est juste, voilà, ça veut dire savoir comprendre les règles d'un marché et en tirer de la valeur. C'est ça le business. Donc, tout le monde peut le faire. Ce n'est pas une skills. Par contre, tu as la capacité de construire, la capacité de vendre. Tu peux savoir faire les deux. C'est possible. Ça, c'est l'idéal d'ailleurs. Si tu sais faire les deux,
Du coup, ce que tu cherches chez un fondateur, ce n'est même plus ça. Là, maintenant, tu cherches quelqu'un qui complète des choses que tu n'as pas. Parce qu'il faut être clair, hein, comme tu as dit, il y a 15 millions de choses que tu n'as pas. En tant qu'entrepreneur, il y aura toujours des choses que tu n'as pas. Et c'est là où tu crées une équipe. Pour avoir des gens qui ont des skills que tu n'as pas. Ça se trouve, c'est ta capacité de, je sais pas, rendre les choses attractives, designer, marketer. Ça va être la capacité de, je sais pas moi, financer, de savoir structurer la finance. C'est un truc qui n'est pas une skills que tu peux avoir. Tu vois, quand Mark Zuckerberg va chercher Sheryl Sandberg, c'est magique. Et sans elle, je pense pas que Facebook est là où il est aujourd'hui. Et c'est elle qu'on connaît parmi tous les autres. Mais c'est ça le but de l'entrepreneuriat. Je veux vraiment que les gens comprennent que ce n'est pas un game où quelqu'un peut venir te dire « Tiens, je t'enlève tes difficultés. » Et c'est bon. C'est pas comme ça que ça marche. Mais les investisseurs, ils te promettent jamais que leur argent... Un investisseur qui est bon, il va te dire son argent là. C'est parce qu'il pense que tu vas y arriver, que tu as prouvé que tu vas y arriver, qu'il te donne son argent pour en faire plus. Mais il pense pas que son argent va résoudre les problèmes. D'ailleurs, si tu dis à l'investisseur que si j'ai ton argent, j'aurai plus de problèmes. C'est red flag. C'est red flag. Moi, tu dis, mon ami, toi, là, tu veux zouker dans ma thune. C'est totalement vrai. C'est ça. Donc, je sais pas après ce que tu en penses, mais moi, c'est un sentiment que j'ai eu, en tout cas sur l'expérience que j'ai eue. Et là, je parle vraiment de j'ai vu combien d'entrepreneurs, on était des centaines. Et des gens smart. C'est ça que je veux dire. C'est pas une fonction à quel point tu es smart. C'est pas ça. Maintenant, au niveau de... Bon, je me rappelle d'une petite anecdote. Vas-y, dis-moi. Ça fait une petite transition en même temps. Quand j'étais à Mest, il y a un premier exercice qu'on nous donnait lorsqu'on arrivait, c'est-à-dire de décrire un peu notre écosystème. Parce qu'on vient de différents pays, tout et tout. Ouais. Voilà, donc, moi, je me rappelle que les deux entrepreneurs, les deux startups dont j'ai parlé, c'est Anka et Jamu. Sérieux? Ouais, je suis sérieux. Je suis en 2022? Très ouais. Oh, c'est gentil. Et wesh. quand j'ai fait la présentation, moi, je me disais, bon, personne n'allait peut-être connaître Jamu, Anka Africa. Mais il y a des gens, et quand je dis connaître, c'est pas seulement on a vu sur Internet. J'ai vu une jeune demoiselle qui utilisait Anka Africa. Elle me posait des questions que je n'arrivais pas forcément à répondre. Elle dit tellement qu'elle a utilisé. En fait, elle est nigériane. Elle est dans tout ce qui est fashion, tout et tout. C'est ma clientèle. Elle m'a posé la question, quand on utilise Anka, quand on crée la marketplace, pourquoi ci, pourquoi ça? J'ai dit, t'es pas flatteur. Oh, merci beaucoup. Ouais. Sérieux? Je suis très sérieux. Parce que c'était en même temps la période où tu communiquais beaucoup. Ouais. C'est là que je t'ai découvert aussi sur LinkedIn. Ouais. Et je suis allé, j'ai creusé un peu pour voir. Je crois que vous aviez levé 2 millions de dollars. C'était quelle année? 2022? Ouais, 2022. 2022, je crois qu'on a levé. C'est là où on a levé 3 millions la première fois. Voilà, 3 millions et tout. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi, en tout cas, de Sérieux? parler. Mais à travers cette anecdote, je veux te demander, je te poser la question de savoir quel est ton commentaire actuellement sur l'écosystème, surtout en Afrique francophone. Ouf, tu poses des grandes questions, frère. Écoute, déjà, franchement, merci. Parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais moi, c'est encore dur pour moi de réaliser l'impact de ce qu'on a fait. C'est vraiment dur. Et quelque part, c'est la preuve qu'on a réussi quelque chose. Parce que si c'était facile pour moi de réaliser, c'est que c'était quelque chose de... Comment dire? De pas aussi gros que ça. Je t'explique pourquoi. Parce que, tu sais, moi, ma grande frustration, parce que les gens ne se rendent pas compte, mais j'ai créé mon compte Facebook le jour où on a ouvert Africrea en 2013. Normalement, je suis un gars qui déteste les réseaux sociaux. D'ailleurs, parce que la plupart des gens m'ennuient, donc c'est pour ça que je ne veux pas avoir affaire à la plupart des gens. Ça, c'est un autre débat. Et ensuite, ce challenge dont on parlait là sur LinkedIn, dont tu as dû parler, que j'ai fait, c'est pour me forcer à faire ce jeu-là, parce que je me suis rendu compte que c'est important. Mais il faut que tu comprennes que c'était très dur pour nous, et mon cofondateur et moi, on en parle souvent, parce qu'on a travaillé dans un monde où, comme c'était une niche, il n'y a que pas tout le monde nous connaissait. Par exemple, je suis toujours très envieux de Hassan, de Jamu et Régis, parce qu'ils font quelque chose qui parle à tout le monde dans leur pays. Donc, ils ont tous les jours des gens qui croisent, qui utilisent leurs produits, qui leur font... Moi, j'ai rarement eu ça. Il faut se rendre compte que nous, on était dans 46 pays africains, mais ça veut dire que pour trouver quelqu'un qui utilisait mon produit, il fallait chercher. Par contre, ma chance, et c'est là où on a su qu'on avait eu de l'impact, c'est que dans notre domaine, c'était très rare que tu tombes sur quelqu'un qui vraiment est dans la mode, vraiment est dans l'export, qui n'a jamais entendu parler de nous. Ça, c'est pour moi le symbole de ce qu'on a réussi. Donc, je dis ça parce que pour te répondre sur l'écosystème, ça dépend de quel écosystème tu parles. C'est là où je veux te faire comprendre.
Est-ce que tu parles de l'écosystème en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu parles de l'écosystème en Afrique francophone? Est-ce que tu parles de l'écosystème tech en Afrique? Est-ce que tu parles de l'écosystème tech dans le monde? De quoi tu parles? Il y a tellement de niveaux. En fait, il y a tellement de dimensions parce qu'il faut se rappeler qu'en plus, moi, j'ai commencé en France au début. Donc, je suis un cas un peu aussi bizarre. Donc, ça dépend de quel écosystème tu parles. Je parle d'abord de celui de la Côte d'Ivoire. D'accord. Après, on va à l'Afrique francophone. On va aller... On va monter. Voilà. Mais déjà en Côte d'Ivoire. Déjà en Côte d'Ivoire. Parce que je suppose que si tu es... Parce que quand je regarde un peu tes interviews, tu cherchais quel pays. Voilà. C'était soit Sénégal ou Côte d'Ivoire. Donc, il y a sûrement des raisons qui t'ont emmené. Parce que si tu te lances, si tu lances ta start-up dans un écosystème qui n'est pas assez robuste, assez mature, tu vas passer énormément de temps à éduquer. Donc, c'est vraiment pour... C'est vrai. Voilà. Alors, c'est un très bon point que tu évoques là. Et je pense qu'il faut que les gens se rendent compte. On sent l'expérience. Non, toi, t'es un bon. Tu vois, même le coût de l'éducation, les gens ne le voient pas. Bien sûr. Et le coût de l'éducation, pour moi, ça ne se joue pas seulement sur les clients. Parce que beaucoup de gens pensent tes clients ne comprennent pas, donc il va falloir trouver des clients qui sont dans un écosystème où les clients comprennent. Ça, c'est très vrai. C'est un coup dont personne ne parle. D'ailleurs, là, on vient de faire un podcast l'autre jour, j'ai trouvé exceptionnel. J'espère que les gens vont pouvoir le regarder. Du coup, avec Dounian Koulibaly, qui a fait Yatou à l'époque. Qui est pour moi une masterclass en termes de quelqu'un qui a dû éduquer le marché. Parce qu'il est passé par Jumia, ça n'existait même pas l'achat ici, il n'y avait même pas de mobile money. Bref, ça c'est sur SO, j'invite les gens à le regarder, mais c'est un très bon exemple de, comme tu dis, éduquer les clients. Mais alors, on va prendre comment l'écosystème. Bon, on va prendre ta question en partant de pourquoi je suis venu là. Comme ça répond sur l'écosystème. Parce que, attention, je suis venu là en 2017, moi. Donc ça fait 8 ans. C'est là où on sait qu'on est des vieux, putain. Ça fait 8 ans que je suis là, donc c'est pas petit. Hein. C'est pas petit. Donc on va dire qu'est-ce qui était vrai à l'époque et encore vrai aujourd'hui. Bon, déjà pour moi, quand on parle d'écosystème, il y a des choses qui sont immuables, qui est l'environnement économique et politique. En Afrique, c'est un critère incroyable, mais partout dans le monde, c'est un critère. Il faut encore se rendre compte. C'est-à-dire que ce qui est vrai, c'est que par exemple, mon pays d'origine, le Mali, était hors de question pour ces raisons-là. C'est-à-dire que quand tu n'as pas Internet, où ça coûte super cher, quand le courant se coupe tout le temps, tu ne peux pas faire une boîte tech. Simple. C'est pour ça qu'on arrive sur Sénégal, Côte d'Ivoire, assez vite. Et ça, c'est toujours vrai aujourd'hui. Peut-être que le Bénin fait un peu de compétition. Tiens, on va leur donner un shout-out parce qu'ils font du boucan. Ils font du boucan. Donc, on va leur donner ça. On leur donne ça, c'est vrai. Maintenant, l'autre critère qui fait que tu choisis un écosystème ou un pays, comme tu as dit, c'est l'éducation. Mais moi, surtout, le critère pour nous, quand on a choisi entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'était à quel point il y avait des talents déjà présents. Le Sénégal a toujours eu l'avantage, et c'est encore vrai aujourd'hui, d'avoir beaucoup de devs. Si tu regardes, il y a beaucoup de devs, ou en tout cas de gens, en tout cas de mon expérience, il y avait plus en Sénégal de gens qui avaient travaillé dans des trucs ou implémenté des solutions tech qu'en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, c'était très rare. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a un mix bizarre entre tech et digital. Qui pour moi, c'est deux choses différentes, mais bon, admettons. Mais ce qui est très vrai, par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, plus qu'avant, déjà, en Côte d'Ivoire, tu as beaucoup de startups. Beaucoup plus qu'il y en a au Sénégal, j'ai l'impression aujourd'hui, parce que la vérité, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, entre Jamo, Wave, Yango, t'es ton top 3, entre, un peu de Anka quand même, parce qu'on s'est tapé un peu. Parce que le problème, c'est que nous, on a très peu contribué, parce que j'avoue, je me rends compte que dans mon équipe, beaucoup de gens étaient dans d'autres pays aussi, donc les gens ne se rendent pas compte. Mais une startup, un autre pouvoir qu'on a, c'est on forme des gens à ce monde-là. Donc l'écosystème ivoirien a ceux de grands que tu as aussi beaucoup de startups étrangères qui viennent ici et embauchent des gens. Et je parle même de startups qui sont mortes. Tu as des Hitch, tu as plein de boîtes qui sont venues, qui ont fermé, mais ça a formé des gens. Afrimarket. Tu as beaucoup de gens qui ont été exposés à ce monde-là. Et c'est ça qui, pour moi, est l'une des plus grosses choses dans l'écosystème. Même toi, tu vois, tu es allé chez Metz, tu es revenu. Pourquoi tu es revenu? Pourquoi tu n'es pas resté au Ghana? Je réponds? Ouais. En fait, après le Ghana, on est allé au Nigeria. Ah, mec, le calcio, le vrai game. Alors, le vrai game, on était sur terrain, on a fait. Parce qu'en fait, notre produit, c'est une marketplace. Ah, toi aussi, tu es, Yako. C'est une marketplace. C'est dur. Yako. Une marketplace. Bon, il y a beaucoup de raisons personnelles, un peu familiales là-dedans. Parce que je ne pouvais pas encore faire plus d'1 an encore à l'extérieur avec la famille. C'était chaud.
Et le Nigeria, c'est dur. C'est dur, hein? Les gens rigolent avec le pays là, mais c'est dur, hein? Le Nigeria, ils sont braves. Hein. C'est brave, hein? Non, Parce qu'il n'y a non. pas l'électricité. Il n'y a rien dans leur pays là. Il n'y C'est... a pas l'électricité. Non, c'est compliqué. Vraiment. Franchement, en fait, et tu vois, le Nigeria est un bon exemple pour moi de quand j'ai dit c'est pas censé être simple. L'une des raisons aussi pour laquelle t'as aucun Exactement. de gars qui sortent de là-bas qui sont chauds. Parce que l'environnement est aussi c'est tellement dur. chaud. Si tu survis là-bas, là, Il n'y a gars, pas pays qui y a va pas te- pays. Quand eux, ils viennent ici, ils disent mais votre pays là est doux. C'est trop doux. C'est trop facile. Ils sont Ici, venus à la Cannes, ils sont étonnés de voir les lampadaires tout le temps allumés. Je t'assure que moi, on m'a dit, Oui. parce que même Régis, souvent, il le dit. Hein, Oui, il a été au Nigeria aussi, Il attends. était au Nigeria. C'est lui-même qui m'a inspiré. Je me suis dit, bon, ok, il est parti là-bas, fait une marketplace. Bon, je vais essayer de faire ça aussi. Yako. Et il me disait, en fait, quand je regardais souvent ses vidéos, Ouais. j'entendais un peu de méfiance sur le Nigeria. Et Hmm. des Nigériens même me disaient, ne va pas. Ne au viens pas chez Nigeria. nous comme ça. Ils sont honnêtes, hein, au moins. Mais j'ai pas réalisé que c'était quand même. Non, c'est extrêmement difficile. Et je t'assure que nous, on était au nord. Oui. Voilà, c'est-à-dire c'est un écosystème. Bon, il y a quand même un Purée, peu de au nord, encore plus dur. Ah là là, la Verabouja, là. Ah, Yako. Ouh là 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 là. C'était pas. Moi, j'ai C'était un saigné la marché gauche. vierge. Ouais, mais C'était c'est dur. Ouais, mais c'est compliqué. Mais Dieu merci, en fait, c'était un de mes cofondateurs, continue. Ah, ok. Bon, je suis plus là de manière Bien sûr. opérationnelle. Bien sûr. Je vois un peu ce qui se passe. En fait, eux, ils sont habitués à cet environnement parce qu'il y a quelque chose qu'on néglige souvent. Tu peux pas faire une start-up dans un environnement où tu ne vas pas forcément bien te sentir. Exactement. Parce que c'est déjà difficile Amen. d'aller chercher des clients, d'aller faire ci. Tout est déjà dur. On a dit avant, tout est dur. Et puis, tu rentres chez toi, t'as pas d'électricité. Il fait chaud. Non, c'est compliqué. Et c'est compliqué, cher. Non, ouais. mais en fait, Ouais. non, mais en fait, ce que tu veux ajouter là, c'est. Mais t'as répondu à la question sur l'écosystème ivoirien. Bien sûr. En fait, mine de rien, il fait bon vivre ici. Mm, Nous, à la fin de la journée, moi, je suis venu en Côte d'Ivoire parce que je me sentais mieux ici. mm, J'avais envie de fonder une famille ici. mm. J'ai ramené ma sœur et ma mère. Je les ai importés ici aussi. Et j'ai pu les importer ici aussi parce qu'il fait bon vivre. En fait, et c'est ce que les gens ont du mal à accepter. C'est que oui, l'écosystème ivoirien est extrêmement maintenant développé comparé à quand moi je suis arrivé à cause de tout ce qu'on a évoqué, les startups qui sont là, les choses qui sont développées. Mais il y a quand même un grand merci qu'on doit dire à l'État. Ouais. En fait, il y a des choses... Une startup, c'est déjà assez dur. Entrepreneur, c'est déjà assez dur. Il y a des choses que tu peux pas faire en plus, wesh. Donc, on s'enlève déjà certains problèmes. Et c'est pour ça que moi, je suis extrêmement, extrêmement fier et plein de gratitude envers la Côte d'Ivoire. Parce que en fait, que nous, on a été une startup qui est levée le plus après les boss de Jamo, c'était pour moi une façon de rendre au pays en leur disant, écoutez les gars, j'aurais pu aller n'importe où, mais je suis venu ici parce que, un, vous avez créé un environnement qui est super pour bosser, mais deux, vous avez accepté de nous accueillir. Et ça, il ne faut pas que la Côte d'Ivoire le perde. C'est ça le gros danger, c'est quelque chose dont on peut prendre pour acquis. C'est quand tu sors au Nigeria, que tu te rends compte, tu fais « Ah, mais en fait, c'est doux ici ». Et c'est ça qui manque souvent. Moi, ça, mon feedback sur l'écosystème ivoirien, c'est que ça. Franchement, on n'a pas à se plaindre. On est au top. Pour moi, il n'y a pas de meilleur endroit où construire en Afrique. Et je ne parle pas que francophone que la Côte d'Ivoire. Donc, l'autre critère aussi, c'était au niveau des talents. Tu penses qu'il y a assez Oui, de talents ici? il y en a beaucoup. Mais pourquoi ces talents ne... C'est vrai, il y a pas mal de startups, hein, comme tu le dis, entre le temps où tu es venu, en 2017, je pense pas que je parlais startup. Non, il n'y avait rien. Personne, mais comment je suis arrivé ici? Les gens oublient que nous, on est arrivé ici. Il y avait Jumia, peut-être un free market, c'est tout. Qui se battait en duel ici. Il n'y avait rien. Il y avait rien. Il n'y avait rien. C'est à partir de 2019, 2020 que voilà, ça a commencé à venir. Ouais. Mais déjà, ce que je voulais dire, c'est que moi, en créant du contenu, vraiment, je cherche à dynamiser un peu l'écosystème. C'est vraiment ça ma vision. Parce que je me dis qu'il y a pas mal de secteurs d'activité qui restent encore un peu vierges, où des gens sont en train de lutter. Ouais, bien sûr. Mais quand je vois le Ghana, bon, je parle par exemple de, je crois que c'est Smile Identity. Oui, oui. Je sais plus quelle boîte a racheté l'autre. Ouais, c'est Smile qui a racheté Approve. Voilà. Ouais. Tu vois, ce genre de secteur-là, par exemple, je ne vois pas vraiment quelqu'un se positionner là-dessus ici en Côte d'Ivoire. Oui, mais alors, tu vois, un point que... Ça, c'est un truc que je comprends. C'est tu as ce truc des builders où tu veux contribuer. C'est bien. Ouais. Mais pardon, libère-toi. Ce n'est pas ton problème. C'est vrai. La vie est déjà assez dure. Alex, fais de l'argent. De la façon dont tu vas faire l'argent, là, tu vas avoir de l'impact. D'accord. Pas besoin d'aller loin. En fait, la chance qu'on a en Afrique,
c'est que quel que soit le niveau de choses, le type de choses que tu fais, tu vas aider et tu vas avoir de l'impact. Ok. C'est pas la peine d'en faire une priorité. Moi, c'est une de mes grosses erreurs. Hein. Mm. Je regrette ça aujourd'hui, mais bon, écoute, ça fait partie de la vie. J'étais trop drivé par changer les choses, l'impact. Ok. Ça, c'est un problème de gens complexés. Mm. Il faut se sortir de ça. Ok. Il faut être capable, quand on est quelqu'un comme toi, comme moi, qui ont certains privilèges, qui ont pu faire certains choix difficiles, il faut rester concentré sur qu'est-ce qui peut te faire réussir. En Afrique, ça suffira pour faire réussir plein d'autres gens. Tu vois, Wow. c'est ma grande leçon. Franchement, vous sentez... Je comprends l'envie parce que c'est frustrant. Mm. Tu as envie qu'on soit au même niveau que les autres. Mais pour qu'on soit au même niveau que les autres, le combat n'est pas d'aider ceux qui n'y arrivent pas. Ok. Le combat est de se réunir entre ceux qui y arrivent Mm. et de s'aider entre nous. C'est difficile intellectuellement parce que tu as l'impression de trahir les autres. Mais la réalité, c'est que, une stat que j'aime bien donner aux gens, est-ce que tu sais que les États-Unis, si tu enlèves la Californie à elle toute seule, là il y a la Silicon Valley, tu sais que la Silicon Valley à elle toute seule, la Californie à elle toute seule, c'est le 6e État le plus puissant au monde Mm. en PIB. Mm. Juste un État sur les 51. Wow. Les gens ne se rendent pas compte. Mais les États-Unis, c'est l'incarnation de ça. C'est-à-dire, les États-Unis, en fait, c'est pareil. C'est en fait, tu as une élite qui est d'un côté en Silicon Valley, de l'autre côté à New York, sur la finance à New York, la technologie à Silicon Valley, qui drive 49 autres États. Mm. Et en fait, ces deux pôles créent de la valeur, créent des technologies, créent des solutions financières ou technologiques qui sont consommées par les 49 autres. Ok. Une fois que tu as intégré ça, tu te rends compte qu'en fait, tu n'as pas forcément besoin d'aider tout le monde. Je rappelle que les Américains, malgré tout ce qu'on dit sur eux, 70% d'entre eux savent à peine lire au niveau du CM1 ou de la 6e. Ça reste un pays aussi pas éduqué au final tant que ça. Beaucoup plus que nous, c'est la réalité. Mais ça reste loin de l'idéal que les gens imaginent. Donc, moi, ce que je peux te dire, c'est il faut pas être... Je comprends la frustration de dire il nous faut réussir comme les autres, mais il faut être raisonnable sur le fait que c'est des exceptions. En fait, c'est l'élite, le peu de gens qui y arrivent, qui drive vers les sommets les autres. Ouais. Donc, tu n'as pas posé une question, mais j'ai senti... Tu te posais peut-être la question de pourquoi, avec tous les startupeurs qu'on a, avec tous les talents qu'on a, pourquoi on n'a pas plus de startups? Ouais, c'est ça. Tu te poses ça comme question? Ouais. Parce que c'est dur, frère. Laissez les gens tranquilles, wesh. Si vous voulez souffrir, tout le monde ne veut pas souffrir. Laissez les gens tranquilles. Ok. Moi, je maintiens, il nous faut des gens Mm. qui veulent bosser dans les startups, mais ne veulent pas en créer. Ok. C'est capital. Il faut arrêter de culpabiliser les gens. Il faut des fous comme nous qui veulent créer, peut-être. Faire, il en faut. Mais il ne faut pas amener tout le monde dans notre affaire, là. Mm. Parce que, comme tu as dit, ce n'est pas une vie. Mm. Moi, je suis dans tous les cas, et il faut être humble pour dire, je suis déjà pas normal. Je suis pas la majorité des gens. Pour faire ça, là, pour laisser ce que j'avais et faire ce que j'ai fait, c'est pas quelque chose que je recommanderais à tout le monde. Ouais. J'aime bien rappeler aux gens, dans l'affaire, je me suis retrouvé, j'ai pris plus de 50 kilos. Là, au milieu de la vente qu'on faisait d'Anka, j'étais allé voir mon comment s'appelle, mon endocrinologue qui m'aide à perdre du poids. Donc, tellement c'est dur, mon système hormonal est complètement détruit. Le mec, je lui discute avec lui. Au bout d'un moment, il me dit, non, mais je lui demande, mais quel traitement on fait maintenant? Parce qu'avant, j'étais sur Ozempic, mais il m'a dit, arrête. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il me dit, non. Vu ton état maintenant, on fait rien. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a comme état? Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive en ce moment? Donc, je lui raconte l'histoire que je suis en train de vendre la boîte, etc. Il me dit, Moulay, il faut que tu comprennes un truc. Là, quand tu arrives à chaque fois chez nous, on te prend ta tension. Il m'a dit, là, tu es à 16 de tension. Pour ceux qui ne savent pas, la moyenne, c'est 12, 13, peut-être 14. J'étais à 16. Wow. Et pour moi, c'était normal. Il m'a dit, il faut que tu comprennes, tu ne peux pas tout faire en même temps. Là, ton problème, c'est que 16 de tension, si on ne fait pas attention, ça peut te faire des gros dégâts. Tu vois? Donc, il m'a dit, tu ralentis.